Bon, clap de début. Bienvenue à ce Zoom Écolieux et Nouveaux Imaginaires. On est ravis de vous accueillir tous ce soir. Euh, alors, quelques mots peut-être sur la genèse de cette conférence. Cet hiver, on a donc lancé une campagne de financement participatif et parmi les contreparties, il y avait donc l'idée de proposer cette webconférence à laquelle on a donc convié tous ceux qui avaient choisi cette contrepartie et puis aussi tous ceux qui ont eu la gentillesse de faire des dons libres. Et donc, quand on a réfléchi à cet événement, bah, pour nous, c'était une évidence qu'on n'allait pas porter seul cette thématique, mais que bien évidemment, on allait s'associer avec d'autres lieux parce que bah, on est convaincu que chaque lieu est différent et que c'est vraiment toute cette palette de singularité et de diversité qui fait la beauté de la démarche des écolieux. Et donc, on a proposé à différents lieux. Certains ont répondu présent, d'autres n'ont pas répondu. Il faut dire aussi que les gens qui sont dans les écolieux sont profondément débordés. Et donc un grand, grand, grand merci à tous ceux qui ont répondu présent. Donc Stéphanie des Terres de Lettres, Marie-Christine de la Filerie, Karen du Moulin du Pont-Rue et Frédéric de Terra qui peut-être nous a rejoints. Il est là. Je vais inviter chacun peut-être à enlever son micro pour ceux qui sont spectateurs et à peut-être mettre votre prénom en bas de l'image. Voilà, l'autre élément de contexte aussi, c'est que ce qui nous a fait nous donner envie de réfléchir à la manière dont les écolieux nourrissent les nouveaux imaginaires, c'est aussi que on a eu la chance de participer à la Convention des entreprises pour le climat sur le thème des nouveaux imaginaires, et parce que bah, les écolieux, à notre sens, représentent vraiment, incarnent ces nouveaux imaginaires, et donc ça a aussi nourri notre réflexion. Et puis, on a aussi initié il y a quelques années un réseau de gardiens de lieux dont certains sont présents ce soir. Donc voilà, c'est toute cette dynamique collective qui faisait sens pour nous. Et puis, il y avait aussi l'idée du moment dans lequel ça intervient. Voilà, donc notre campagne, il se trouve, arrive aussi dans un moment, on va dire, où les crises un peu s'intensifient. On voit bien qu'il y a un peu des crispations et des changements de paradigme intenses, vraiment en profondeur, qui nous demandent en fait de reconsidérer notre manière de vivre, de travailler ensemble, toutes nos relations finalement. Donc, on peut se dire qu'on est vraiment profondément dans une transition et sans doute que les écolieux peuvent avoir une parole à cet endroit-là pour pouvoir déjà écouter ce qui se passe avant de rajouter du bruit et avoir peut-être, comment dire, un peu une résonance à plusieurs en fait, pour qu'on ait un regard croisé avec toutes les singularités que nous représentons et avoir du coup un plan d'ensemble qui nous permette peut-être de un peu plus ressentir ce qui est à l'œuvre. On va vous présenter peut-être le déroulé. Tu veux dire un petit mot, Maëlys, sur le format? Oui, alors on a prévu donc 1 heure et demie, la petite intro qu'on est en train de faire. Ensuite, on aura un petit temps d'inclusion de plutôt 2-3 minutes. Ensuite, les intervenants vont pouvoir se présenter. Et puis ensuite, on va attaquer vraiment le cœur du sujet avec trois grandes thématiques. La première qui est en quoi les écolieux incarnent les nouveaux imaginaires. Il y aura à peu près 15 minutes d'échange entre les intervenants, suivi de 5 minutes de questions-réponses. Un deuxième sujet qui tournera autour des défis et des écueils que peuvent rencontrer les écolieux avec le même format, 15 minutes plus 5 minutes de questions-réponses. Et enfin, le troisième sujet, ce sera celui de la vision du rôle des écolieux dans les années à venir et comment ils peuvent continuer à soutenir les dynamiques de transition et à mieux les soutenir, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois, on essaiera de se tenir au timing pour ne pas déborder. Et pour les 5 minutes de questions-réponses, on vous invite à poser des questions de la manière la plus synthétique possible pour laisser le temps aux réponses et d'utiliser idéalement le chat pour poser ces questions. Voilà, puis on essaiera de terminer à l'heure, à 21 heures. Euh, alors, en termes d'inclusion, on voulait vous proposer la chose suivante. Voilà, donc c'est juste
pour avoir un petit ressenti en fait de qui connaît déjà les écolieux. Donc peut-être on peut dire que tous ceux qui sont déjà allés dans un écolieu laissent leur caméra allumée. Et par contre, tous ceux qui ne sont jamais allés dans un écolieu peuvent éteindre leur caméra. Alors, on a fait un partage d'écran de notre côté. Donc, du coup, on n'a pas la picture globale de tout le monde. Donc, je ne On va sais pas faire pour défiler. vous, mais voilà. On peut peut-être juste faire l'exercice pour comme ça donne une tonalité. Mais sans doute que déjà beaucoup de personnes y sont allées. Et puis, on va vous inviter peut-être à mettre dans le chat quelques noms de lieux où vous êtes allés. Et puis, peut-être les images qui vous restent de ces lieux, quelques mots comme ça pour faire une petite palette de couleurs. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois que Frédéric, tu dis que tu n'as plus de son. Moi, j'entends très bien. Oui, Oh, moi j'entends très bien aussi. ok, merci. Bah, du coup, Frédéric, ça doit être plutôt en local. Ah, voilà, alors le Moulin Cœur chez Carole, le campus de la Transition, Dorothée qui nous parle de Caire et Or, probablement, en Bretagne, le Challonge, La Bastardière, l'Arbre aux étoiles, merci. Laurine et Marc qui ouvrent le domaine du passage. On a la chance d'avoir pas mal de lieux aussi qui sont présents ce soir. Hmm. Le Viel-Odon en Ardèche, donc. Les Amanins. Et n'hésitez pas à partager aussi ce qui vous a plu dans ces lieux. Ah, Sarah, je vois que tu es allée déjà au Moulin du Pont-Rue. On a failli avoir l'arbre aux reptiles. Ça, celui-là, je l'avais jamais entendu, hein. J'ai entendu plein de choses, l'arbre aux oiseaux, la rose aux étoiles, c'était magnifique. On a failli avoir l'arbre aux reptiles. Ah, le son est revenu, Frédéric, tant mieux. La Maison Bleue à Lyon, un autre à Bordeaux. Les Amanins. Terre d'accord, bien sûr. Merci, Sophie. Merci de faire apparaître tous ces lieux. Ça vous donne des idées peut-être pour vos prochains week-ends. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de passer à cette première étape où je vais inviter chacun des lieux qui nous ont rejoints à se présenter. Alors, c'est un peu challengeant, 3 minutes par lieu, mais on aura plus de temps après pour s'exprimer. Donc, l'idée, c'est que vous nous disiez un peu où est-ce que vous vous trouvez, quelques bribes peut-être de la genèse du lieu, de son positionnement. Et puis voilà, nous donner à voir un peu l'ADN, l'identité de vos lieux. Alors, on n'a pas trouvé le minuteur automatique, donc du coup, ça va être le minuteur humain. Donc, c'est moi qui vais être gardien du temps. Donc, pour ceux qui sont intervenants, s'il vous plaît, ayez juste un petit truc d'attention par rapport à moi. Et je vais faire ça comme ça pour les 15 dernières secondes, si ça vous va. Qui a envie de commencer? Et puis il passera la balle au suivant. Bah, je peux Alors, me je veux bien lancer hein, commencer si vous voulez. si vous Pardon. voulez. Ouais, voilà pour le moulin de Pont-Rue, si vous êtes d'accord. Avec joie, Alors, Karen, oui? allez, vas-y, tu peux lancer le chrono. Je me suis Allez, c'est entraînée. parti. Merci. Donc, le moulin de Pont-Rue, déjà, bah, voilà, c'est une belle maison. C'est un moulin qui est implanté dans le parc naturel régional du Vexin français. Donc complètement aux confins, au nord-ouest de l'Île-de-France, en pleine ruralité. Donc c'est un ancien moulin et donc le bâtiment effectivement qu'on voit à l'écran ici est un ancien moulin à grains qui date de 1836 et c'est la maison familiale où a grandi, notre directeur Alan Caillot. Et donc en 2018, Alan et sa grande amie Nathalie Guillaume ont fondé l'association du moulin de Pont-Rue pour vraiment en faire un cocon,
à Havre, un lieu qui est préservé, où on prend soin, du vivant dans toutes ses formes. Et donc assez rapidement après la création de l'association, ils ont créé un jardin en permaculture, un jardin potager en permaculture qui est un lieu assez magique, juste à côté de cette bâtisse-là dans son jardin. Et l'association s'est lancée dans l'accompagnement de publics en vulnérabilité et ça a commencé avec des femmes réfugiées qui étaient à la rue, et que l'association a accompagné vers le logement, l'emploi et l'insertion, typiquement, par des cours de français, ce genre de choses-là. Et donc ça, c'était les débuts effectivement de l'association en 2018 et aujourd'hui, 7 ans plus tard, nous sommes une association de 17 salariés. On tourne à un budget d'1,5 million par an. Et on porte toujours une double vocation sociale et écologique. Social, voilà le rôle du social est très fort, la place du social est très forte chez nous par l'accompagnement de publics en vulnérabilité, notamment les femmes et les enfants victimes de violences, par le biais de séjours de ressourcement, mais aussi par le biais d'un accueil en journée avec un suivi psychologique, un suivi juridique, qui est offert gratuitement aux femmes du territoire. Et aussi donc cette deuxième vocation écologique, vraiment par la préservation de la biodiversité sur le site, la restauration de la biodiversité, et aussi par des ateliers de sensibilisation autour de la nature, de la biodiversité, du bien manger, de toutes ces choses-là autour de cela. On a aussi, moult projets et pour ma part, je suis en charge des projets de développement de l'association et donc on cherche à se développer, à construire dans les années à venir pour, renforcer et aller plus loin sur ces missions-là. Tout ça vraiment partant d'un ADN qui est prendre soin, prendre, les gens, vraiment comme ils sont dans leur entièreté, offrir des accompagnements qui sont holistiques, qui sont pas juste segmentés sur les personnes et être vraiment très utiles et ancrés dans notre territoire. Je te vois venir Cyril. Bim! Parfait. Voilà. Merci pour cela. Je vais passer la main à Frédéric, que je vois à droite de mon écran. Si, Merci beaucoup, Karen. Quand je fais ça, bien sûr, si vous êtes en train de dire quelque chose qui nous oui, touche et qui a du sens et de la ouais, valeur, prenez l'espace nécessaire pour terminer le propos. Merci beaucoup, Karen. voilà, merci. Ben, bonjour à tous, je m'appelle Frédéric. J'étais à l'origine du projet Terra il y a 10 ans maintenant. Donc, c'est un projet de revitalisation d'une zone rurale de 30 km autour de Tournon-d'Agenais à travers la mise en place d'un écosystème coopératif territorial dont le but est de relocaliser 85% de la production vitale aux habitants, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales de ce territoire et de valoriser cette relocalisation en monnaie citoyenne locale de telle façon à instaurer progressivement un revenu d'autonomie, un revenu de base inconditionnel, la monnaie citoyenne locale contre-garantie par cette production relocalisée durable. Le projet a été créé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est sur 4 lieux. On est donc sur, on va dire, le canal historique, une petite ferme du côté de Masquer. Masquer, c'est un petit village de 200 habitants dans le sud-ouest de la France. On est aussi sur un autre village qui s'appelle Tournon-d'Agenais, qui fait 700 habitants, où là, on a une coopérative de distribution de produits bio et de services locaux, avec une petite brasserie. C'est là aussi où est le siège de Terra. On est aussi en partenariat avec une autre commune qui s'appelle La Capelle-Cabanac, où là, on a participé à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif de production d'énergie renouvelable. Et puis, on a récemment, en 2020, acheté un terrain dans une commune qui s'appelle Trintel, au bord du Lot, 700 habitants, avec un objectif d'y créer dessus ce qu'on appelle un quartier rural en transition, dont l'objectif est de vraiment recréer sur ce quartier rural toutes les fonctions pour revitaliser une petite commune rurale, alimentation, eau, bâtiments durables à usage d'habitation et professionnel, véhicules en partage, accompagnement à la transition des acteurs locaux, et puis relocaliser aussi la culture à travers la science, la technique, l'art, et,
et l'éducation. Et là, on est en train de terminer la construction d'un centre d'éco-construction de ressources et de formation sur cette petite commune, avec un objectif d'utiliser ce centre d'éco-construction pour construire le quartier et faire en sorte ensuite, à travers cette construction, de montrer qu'on peut essaimer ces quartiers ruraux en transition dans d'autres petites communes rurales de nos zones de revitalisation rurale pour essayer d'accueillir ces citadins de grandes villes dans ces campagnes et y recréer le démarrage ou le germe d'une société plus respectueuse des humains et de la nature. Voilà, si vous avez des questions après, je pourrais parler des heures de terrain, donc je vais m'arrêter là. Merci Frédéric. À qui est-ce que tu passes la main? Donc ça peut être Stéphanie ou Marie-Christine. Eh bien, ce sera Stéphanie. Bonsoir. Je vais vous parler des Terres de Lettres, un écolieu qui est basé dans le Calvados, en Normandie, à côté de Caen, entre Caen et Bayeux, à 2 heures de train de Paris, à côté des plages du débarquement. On est juste le long du littoral, mais en même temps dans la campagne, à 5 km de la mer, et on est dans un tout petit village qui s'appelle Colombier-sur-Seulles, au cœur du village, ce qui était très étonnant. J'aurais jamais imaginé créer un écolieu au cœur d'un village. J'imaginais au départ plutôt au milieu d'une forêt bien éloignée de tout. Et en fait, je pense que notre lieu nous a surpris parce je crois qu'il a choisi ses gardiennes. Donc, on est deux cofondatrices, Gaëlle et moi-même. Quand on est arrivé dans ce lieu, tout était à refaire. On pensait juste y faire une maison de vie et à 14 ans. Puis avec notre petite main, on a commencé à rénover. Et c'est vraiment la pierre de Caen, c'est un village aussi de taille de pierre. Et bien, on s'est rendu compte que voilà, ça vivait. Je crois qu'on a mis tout l'amour qu'on avait dans le cœur pour au fur et à mesure rénover chaque bâtiment qui est devenu un gîte, puis un deuxième gîte, puis un lieu d'activité, puis un lieu de cercle, de parcours initiatique, puis un jardin sensoriel, des écuries. Et aujourd'hui, en fait, les Terres de l'Aide, c'est un centre de ressourcement et un centre de zoothérapie. C'est-à-dire qu'on y vient pour se reposer en séjour repos, répit dans les gîtes ou la chambre d'hôte, sur du court, moyen, long terme. Ou bien on peut y venir juste à la demi-journée, pour 1 heure, une journée, ça dépend des activités qui sont autour de la médiation végétale et la médiation animale. Médiation végétale, plus connue, enfin, quoique, plus connue par la sylvothérapie, tout ce qui est bain de forêt et la médiation animale avec les chevaux, les bovins, les oies, donc elle qui est la médiatrice animale. Quoi dire? Les terres de lait, peut dire en quelques mots. Et on a entendu vraiment ce lieu nous nommer son nom, en fait, hein. Je pense que c'était ça, l'histoire vraiment du départ, c'est qu'on a écouté ce que le lieu nous proposait. On a essayé de se mettre à son service. Et en écoutant son nom, c'est les terres de l'être qui sont venues dans le sens d'une terre pour tous les êtres vivants. Et donc tout est tourné autour la voix du peuple humain, la voix du peuple animal, la voix du peuple végétal et la voix du peuple minéral. Et on n'a aucune forme juridique viable parce on a été sélectionné dans un incubateur des entreprises de l'ESS qui nous a bien dit que c'était absolument pas viable notre histoire. Donc c'est assez drôle parce qu'on y est. On y est, ça fait 3 ans et la vie fait ainsi marcher les choses sans qu'on rentre dans des cases. Et c'est ça que j'adore, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de créer des nouvelles formes. On a aussi quand même une association parce qu'on avait vraiment envie qu'il y ait une vie associative qui s'appelle l'association La Voix du Cœur, qui est très inspirée du TQR, du travail qui relie. Et on essaie d'être un lieu de lien. Voilà, avec le cœur, je laisse la parole à, du coup, Marie-Christine. Merci Stéphanie. Euh, alors, moi, je vais vous parler de la filerie. Donc, je suis une bénévole de la filerie. C'est un écolieu qui est un tiers-lieu nourricier qui se situe en Sologne, à Fresnes. Donc, Fresnes en Sologne, je précise, hein, pas en région parisienne. Dont l'objectif est d'accompagner la transition écologique sur 3 axes. Le premier, c'est l'alimentation, enfin le premier. L'un d'entre eux, c'est l'alimentation durable. On a un potager en permaculture dans lequel il y a un certain nombre d'ateliers pour
apprendre ensemble avec les gens du territoire. Il y a un deuxième axe qui est la biodiversité, parce qu'on est sur un site en fait qui est l'ancienne, enfin qui n'est pas l'ancienne, qui est la maison de campagne des deux fondateurs, de Jérôme Bargue et Cécile de Cogné-Bargue. C'était le lieu en fait où Cécile allait en vacances et ils ont décidé de, quand elle était petite, c'est son lieu ouais, de son ancrage familial et ils ont décidé en fait après un parcours tous les deux très parisien en fait, lui il était directeur de la MJC et puis elle était directrice dans une association de l'ESS. Ils sont partis, ils ont fait un break, un tour du monde avec leurs enfants, et puis ils sont revenus avec vraiment l'idée de trouver un lieu qui permettait vraiment d'expérimenter la transition écologique pour tous, et dans un territoire rural de chasse. Donc en fait, voilà, on va dire que l'écologie n'est pas forcément très attendue. Et donc, ils ont développé aussi tout un axe donc, le deuxième axe, c'est la biodiversité, parce que sur le lieu, on a une petite mare avec euh, plein d'animaux qui sont très spécifiques. Donc, on travaille beaucoup avec des gens du territoire qui viennent nous aider, en fait, à identifier tout plein d'animaux spécifiques. Donc, moi, je ne suis pas une spécialiste de ça. Je suis plutôt sur l'autre volet dont je vous parlerai après. On a un troisième axe de travail qui est l'éco-construction. Donc en ce moment, on est en train d'ailleurs de tout refaire au niveau des granges pour pouvoir accueillir prochainement des formations autour des métiers verts et verdissants. Et puis développer vraiment tout un espace d'accueil, des formations, mais aussi d'écotourisme. On veut développer un axe d'écotourisme avec notamment les greniers de Vineuil. On travaille beaucoup en consortium avec d'autres écolieux sur le territoire. Voilà, c'est un projet qui a démarré en 2019. Et donc, il y a d'une part une association qui, elle, va plutôt permettre aux gens de venir faire des expériences, en fait, expérimenter concrètement qu'est-ce que ça veut dire la transition écologique avec des découvertes de la biodiversité, de la permaculture. Mais je pense qu'il y a un truc qui est un peu particulier à la filerie, moi que j'aime bien, c'est que on a aussi tout l'axe artistique qui est drainé par notamment Jérôme, avec des concerts et 2 festivals par an. On essaye aussi de transmettre la transition écologique à tous dans la joie, dans les événements festifs. Et puis, il y a un troisième volet qui a démarré cette année, qui est que la filerie enfin, sur le Loir-et-Cher, c'est une école être. Donc, les écoles être, c'est une association qui regroupe un certain nombre de lieux dans lesquels on accueille des jeunes entre 15, 16 ans et 25 ans pour soit les remobiliser, soit les former aux métiers verts et verdissants. Et donc, on a aussi cette dimension-là. Donc avec un vrai rôle d'animation aussi, donc toujours sur le territoire. Et puis aussi, Cécile et Jérôme et d'autres partenaires ont développé un accompagnement pour tous les gens qui veulent reprendre un écolieu ou créer un écolieu. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Marie-Christine. Voilà, bah, moi je trouve qu'on a super bien choisi nos écolieux amis parce qu'on avait vraiment à cœur d'illustrer des dimensions à la fois sociales, spirituelles, écologiques qui s'entremêlent, qui s'enchevêtrent souvent dans les écolieux, mais avec souvent l'un de ces axes plus déployé qu'un autre parce que c'est la porte d'entrée du projet au moment de sa création. Voilà, donc on est bien content de faire apparaître tout ça. Peut-être nous, on peut rapidement rebondir. On ne s'est pas présenté parce qu'on imagine que la plupart des gens qui sont ici sont venus à l'Arbre aux Étoiles, mais peut-être pas tous. Je vois une amie d'enfance, Laure, qui n'est jamais venue. Ça me fait plaisir de te voir. Du coup, nous, en quelques mots, on a 13 ans d'existence. On est donc en Normandie, près de Honfleur. Ce qui nous caractérise, c'est peut-être, et c'est sans doute pour ça qu'on a choisi le nom Arbre aux étoiles, c'est vraiment de faire le pont entre les mondes, entre un monde assez ancré que symbolise l'arbre et ses racines, et puis un monde peut-être plus imaginaire, plus rêvé, plus cosmique,
plus tout ça, plus, que symbolisent les étoiles. Et nous, ce qui nous tient à cœur dans ce lieu, c'est vraiment de faire des ponts entre les mondes, en fait, entre les approches, entre les pratiques, entre les personnes, entre les traditions, entre les générations. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire d'à peu près tous les écolieux, mais voilà, en tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça s'est notamment traduit aussi par faire des ponts entre les lieux avec cette initiative du réseau de gardiens de lieux, qui est un réseau organique, ouvert à tous les lieux ou projets de lieux. Euh, Moi, je rajouterais juste que le choix était difficile parce qu'évidemment, il y a plein de lieux qui sont super et ça aurait été génial de laisser la parole à d'autres lieux qui sont certains présents ici et d'autres voilà, qui ont pas pu se connecter. Mais voilà, c'était juste pour le dire. En tout cas, juste un petit mot peut-être pour dire que on sent quand même une reconnaissance. Moi, j'aime beaucoup ce mot depuis quelques années déjà. Tout simplement parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie avec des gens que je rencontre. Et il n'y a pas besoin de parler, on se reconnaît très vite. Et ça, on en parlera peut-être dans une autre partie du Zoom de ce soir, mais c'est quelque chose qui est très fort en fait à vivre quand on tient un lieu ou quand on y va. C'est parce qu'il y a une rapidité de rencontre qui est quand même assez singulière et voilà, qui ouvre quand même un champ de conscience euh, très intéressant, pour dire les choses vite. Voilà, donc on va passer, ouais, et je je voulais juste crois maintenant. ajouter Ouais. aussi que contrairement à d'autres lieux qui sont ici ce soir, nous, on n'est pas un lieu de vie, c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne vit pas sur le lieu. Donc, on s'est enlevé une partie des défis auxquels sont parfois confrontés les écolieux, mais ces défis font aussi la richesse. Alors, on va vous inviter à aborder la section, le sujet suivant, pour que chaque lieu puisse rentrer un petit peu plus en profondeur sur le sujet de en quoi son lieu ou les lieux en général incarnent pour lui ou pour elle ces nouveaux imaginaires. Qu'est-ce qui fait que on est déjà dans un autre monde, dans celui qu'on essaye de construire, de créer? Et est-ce que vous pouvez peut-être l'illustrer avec des choses qui se sont passées dans votre lieu ou voilà, des anecdotes, enfin, tout est le bienvenu. Alors du coup, bah, le premier qui veut. Et même système, on a 3 minutes par lieu pour cette partie-là. Donc on va refaire le geste des mains. Islamine Namasté. Qui veut se lancer? Oh, Karen, je sens que c'est toi. Enfin, je peux me lancer, mais je voudrais pas forcément commencer un truc où on est forcément dans l'ordre comme ça, mais en tout cas, ouais, je peux partir. Hem, pour moi, la chose principale que je voudrais, pointer ici, c'est vraiment le travail partenarial, le travail en réseau, la coopération, hem, qui, hem, qui permet vraiment de dégager des synergies du gagnant-gagnant, hem, qui est tellement présent dans ce monde-là, dans ce monde, enfin des tiers-lieux, des écolieux, hem et plus largement dans le milieu associatif, le milieu qui est engagé, notamment, enfin voilà, sur les aspects tant sociaux qu'écologiques qu'on vit nous. Hem et à titre personnel, moi qui ai beaucoup cheminé dans l'industrie, par exemple, je n'en finis pas de tomber des nues, par, combien on est bien accueillis dès lors qu'on va au-devant d'autres, sur, enfin dans ce milieu-là. Je crois que je suis, plusieurs années plus tard, voilà, encore abasourdie par cela. Et donc il y a vraiment quelque chose autour de la coopération qui me semble, vital pour le monde de demain et qui change complètement la donne par rapport à, typiquement l'industrie que j'ai connue par ailleurs. Pour illustrer ça un petit peu, je pense à un projet que nous avons mené au Moulin de Pont-Rue, hem, où nous avons créé un réseau, qui s'appelle Femmes et Ruralité, où nous avons, réuni
avec des partenaires, voilà, dans l'ouest du Val d'Oise, hein, dans le Vexin, nous avons réuni tous les partenaires qui touchaient de près ou de loin à l'accompagnement, des femmes victimes de violences. On a dû réunir, je sais pas moi, peut-être 80 partenaires, je crois, sur cette problématique-là. Cela a permis de créer une interconnaissance entre toutes ces personnes-là qui ne se connaissaient pas. Et puis maintenant, effectivement, maintenant, toutes ces personnes-là qui peuvent suivre, qui peuvent orienter des femmes en situation de vulnérabilité sur différentes problématiques. Comme il y a cette interconnaissance entre ces acteurs-là, on est largement plus à même de proposer quelque chose de fin pour ces personnes. Et ça, c'est l'interconnaissance, c'est le fait d'avoir pris des croissants ensemble et des choses aussi simples que ça. On a des sujets également similaires à cela, vraiment sur le développement du réseau de tiers-lieux dans le Vexin. Donc nous avons constitué avec les autres tiers-lieux, un réseau qui se réunit, souvent et qui est également très imbriqué avec le PNR lui-même, hein, voilà. C'est, 7 ou 8 ou 9 même tiers-lieux, voilà, qui se réunissent souvent et qui proposent donc des événements ensemble, des événements, coordonnés. On se prête des choses, on se donne des choses, et donc il y a quelque chose autour de la coopération qui est très riche. Voilà, parfait. Merci Maëlys pour ton beau geste. Voilà. Merci Et sinon, Karen. je vous aurais parlé de l'expérimentation et de la ruralité joyeuse. Mais ça, ce sera peut-être pour plus tard. Faut venir le voir. Voilà. Hmm. Alors Stéphanie, est-ce que tu vas nous parler de Mini Big Forest? Est-ce que tu vas nous parler de conseil municipal? Je pourrais aussi laisser parler le chat qui vient de passer, Saul, qui est un gardien du lieu. Et peut-être ça va être le point d'entrée, en fait. C'est la présence des non-humains, en fait, sur le lieu, qui, pour moi, l'espace qui s'ouvre, qui est peut-être pas dans notre vie du quotidien, si on peut dire, et que les terres de l'être proposent, en fait, de venir tout simplement se reconnecter à la nature, sachant qu'on en fait partie, mais voilà, de remettre dans sa vie de tous les jours un espace où on est pleinement présent avec les pierres, là, sont très présentes, évidemment les animaux et les arbres dont je vous ai parlé juste avant dans nos missions ou activités, si on peut dire. Ce qui est arrivé, en fait, c'est vraiment que les premiers humains qui sont arrivés dans ce lieu, parce qu'en fait, la base a été construite par le minéral, intégrer le végétal et y a amené les animaux. Les humains sont arrivés en dernier, à part nous, gardiennes, qui ont construit. Et c'est ça vraiment le rôle de ce lieu, c'est que les humains viennent se plonger en immersion, se raccorder avec les animaux, les arbres, et l'apaisement en fait qui en sort est très étonnant. Et c'est ça en fait qui nous a donné l'idée au début de créer un écolieu, c'est que c'est le lieu lui-même qui agissait. Et on s'est dit, mais que se passe-t-il? Les gens venaient, les amis. On avait créé déjà au début juste un seul gîte. Et il nous disait, ah ben, dès qu'on arrive, on est bien. Ah, on se pose, qu'est-ce qui se passe? On est hors du temps. On s'est dit, bon, d'accord. Et au fur et à mesure, c'est vraiment revenu et on s'est dit, bah, c'est de là qu'est née l'idée de créer vraiment un centre de ressourcement parce que le lieu agit par lui-même. C'est ça qui est incroyable. Donc ça, c'est l'idée aussi, et je le dirai plus dans les défis après, d'être au cœur d'un village pour qu'on puisse tisser vraiment le lien entre, c'est pas une bulle de bien-être hors de tout et en allant à l'autre bout du monde. En fait, on peut très bien, à côté de chez soi, vraiment, l'idée, c'est d'être local, à côté de chez soi, reprendre respiration pour réapprendre chez soi à reprendre respiration. C'est ça pour moi qui fait sens aux terres de l'être. Voilà, donc je n'ai pas parlé du conseil municipal et de Mini Big Forest Normandie, mais ça sera peut-être à un autre moment où il faut laisser un peu de suspense sur d'autres choses. J'ai dit. Merci Stéphanie. Qui veut prendre la suite? Allez Je veux bien, Frédéric. ouais, je veux bien si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui caractérise Terra? Ben, Terra, c'est
tout est compris dans le nom, en fait, tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Donc, l'idée de Terra, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des millions de citadins qui veulent quitter les grandes villes, qui, pour rappel, ont une empreinte écologique de 300 fois leur taille. Savoir que dans le monde aujourd'hui, il y en a une qui naît tous les mois, de villes comme Paris. C'est énorme. Et ces millions de citoyens qui sont dans ces grandes villes et qui voudraient en partir ne peuvent pas en partir, en fait, parce que pour des tas de raisons, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas financés. Ils ont des tas de peurs. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais continuer à pouvoir manger? Est-ce que je vais continuer à pouvoir vivre de mon activité? Et donc, il se pose plein de problèmes comme ça. Ah, j'ai quelqu'un qui pose une question. Non, non, non. Voilà, donc il y a des millions comme ça de citadins qui veulent quitter ces grandes villes. Et de l'autre côté, on a au dernier recensement 17 677 communes rurales de petite taille qui sont classées dans des zones de revitalisation rurale qui sont en train de mourir. Alors qu'en fait, c'est des communes extraordinaires. J'ai fait 14 000 kilomètres à vélo pendant 3 ans pour les visiter. Donc je peux vous dire que je les connais. J'ai beaucoup discuté avec leurs acteurs locaux, les élus, les producteurs, les artisans, les commerçants, les habitants. Et ces lieux sont magnifiques, ces communes sont très belles, elles sont accueillantes, elles ont tout pour à partir d'elles-mêmes, recréer notre République. Et entre les deux, en fait, il y a pas il y a pas de connexion, en fait. Pourtant, c'est ce qu'on appelle un marché en économie. Moi, je suis entrepreneur depuis 40 ans. Quand d'un côté, il y a une offre, comme les magnifiques communes rurales dans lesquelles on est, et de l'autre côté, on a une demande des gens qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne. Normalement, ils devraient pouvoir se rencontrer et en fait, ils ne s'y rencontrent pas. Parce que pour les faire se rencontrer, il faut des capitaux patients intérêts modérés, c'est-à-dire il faut des investissements pour recréer tout ce qu'on a détruit dans ces petites communes et y produire ce que les gens ont besoin, de l'alimentation saine, de l'eau potable, des habitats durables à usage d'habitation professionnel, des flottes de véhicules en partage, tous ces éléments qui font que ces citadins de grande ville vont pouvoir venir s'installer dans ces petites communes rurales. Et notre objectif avec Terra, c'est de créer des ponts entre les deux et faire en sorte que les citadins qui veulent quitter les grandes villes et ces communes qui sont en train de mourir puissent se retrouver et recréer des écosystèmes coopératifs territoriaux pour relocaliser cette production vitale à tous ces habitants, ces entreprises, ces collectivités territoriales, et faire en sorte de désurbaniser les villes pour réurbaniser nos petites communes rurales et faire en sorte qu'elles se fédèrent les unes avec les autres pour pouvoir faire un effet levier en fait sur le climat, mais c'est aussi sur une nouvelle forme d'économie qui soit plus proche des humains et de la nature. Et donc Terra, son objectif, c'est vraiment de réconcilier les deux. Merci Frédéric de nous montrer que les nouveaux imaginaires, ça peut être l'adéquation de l'offre et de la demande. C'est bien Oui, pris. absolument. Alors, Marie-Christine, ça va être à toi. Ouais, je dirais que, alors, moi, je trouve que la filerie, elle répond aux nouveaux imaginaires sous l'angle vraiment de la joie et le goût d'apprendre ensemble et de tous ensemble. C'est-à-dire que je pense que ça soit les festivals ou qui réunissent des gens qui sont convaincus et d'autres qui ne le sont pas, des gens de tout âge. Les ateliers qu'on fait sont aussi bien des ateliers pour les enfants, on peut accueillir des collèges, on peut accueillir, parce on a un sentier pédagogique sur la biodiversité, mais on peut aussi accueillir voilà, des gens comme vous et moi, enfin pas comme vous et moi, mais les gens qui le week-end cherchent un peu à s'ouvrir, à découvrir qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que c'est d'avoir un potager bio en permaculture, de venir expérimenter sur le lieu. En fait, c'est ce que je trouve assez singulier, c'est cette manière de réunir des gens qui viennent d'horizons complètement différents et à chaque fois, ça se passe de manière expérimentale, joyeuse. Et en fait, on récolte des choses qui sont pas forcément. On a une intention, mais ça dépasse toujours notre intention, que ce soit au travers des ateliers ou que ce soit à travers même de notre gouvernance, puisqu'on a une SIC. On est en train de s'essayer à la gouvernance partagée.
avec plus ou moins enfin, on apprend, voilà. Mais on apprend toujours, ce que je trouve singulier, c'est qu'on apprend toujours avec beaucoup de joie et, très peu, enfin, moi, quasiment pas de jugement. Moi, j'ai été dans d'autres collectifs et je trouve que c'est très ouvert. On est là où on avance au rythme auquel on avance. Il y a ce temps long. euh, on expérimente vraiment ce temps long, en fait, à la filerie, que ça soit dans l'organisation de la SIC, la mise en place de la SIC, avec donc notre axe, où on est en train de monter la formation, on est en train de monter ce lieu de formation et ce lieu d'accueil en écotourisme, ou que ça soit dans le cadre des ateliers. Et on fait beaucoup par l'expérience, en fait. Aussi, tous les chantiers qu'on a pu faire, on fait par exemple, on récupère les tuiles à un endroit, on monte les tuiles à un autre endroit, avec des gens qui sont du métier, d'autres qui ne le sont pas. Ça crée des discussions autour de voilà, le monde dans lequel on est. Et c'est très ouvert à des gens qui sont plus ou moins loin de nos sujets. Et moi, j'aime beaucoup cette mixité, cet essai de sortir de l'entre-soi qui se passe à la filerie. Voilà, je trouve que en ça, ça répond aux nouveaux imaginaires, par cette ouverture, par cette joie et par le fait d'expérimenter des choses ensemble, avec plein de plantages aussi. Par exemple, on a une douche solaire qu'on n'arrive toujours pas à faire fonctionner, mais on va sûrement y arriver un jour. Voilà, parce qu'on expérimente plein de choses. Voilà, j'ai fini. Merci à tous de jouer le jeu, de Les 3 minutes. parler de tout ce qu'on fait en 3 minutes, c'est chaud. Nous, on Donc va nous, on prendre va 10 se minutes. partager 3 minutes à tous les deux. C'est très très dur de cet exercice de résumer en 3 minutes parce que je trouve qu'un lieu, ça remplit plein 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 de fonctions. Du coup, à la fois en rebond et en exploration de ce que vous avez dit, moi, ce qui me vient, c'est que les lieux, pour moi, ils restaurent la confiance, en fait. Ils restaurent la confiance dans les gens, en eux, en l'autre, et dans le groupe aussi, parce qu'il y a quand même toujours un peu la peur du groupe qui est assez chevillée au corps, notamment en France, je crois. Et en fait, le fait de vivre quelques jours en groupe, eh ben, je trouve que ça redonne de la confiance dans la capacité d'un collectif à s'autogérer, à se soutenir, s'accompagner, à se guérir, à rire, à vivre, etc. Et puis l'autre point que j'aurais envie d'évoquer, c'est ce que j'appellerais la fertilisation croisée, qui est un corollaire de ce que tu as décrit, Marie-Christine, dans le fait que des horizons différents se croisent, se rejoignent, se nourrissent, s'inspirent. Et nous, ce qu'on a pu observer dans l'écolieu, c'est qu'il y a des projets entrepreneuriaux qui naissent dans l'écolieu au travers de rencontres, à la faveur de rencontres ou à la faveur de prise de conscience. Il y a des rencontres qui se font, des rencontres fondatrices. Il y a des œuvres d'art qui naissent, il y a des couples qui naissent. Il y a beaucoup de création en fait et de co-création. Il y a des groupes de musique aussi qui se sont constitués à l'Arbre aux Étoiles, plus ou moins éphémères, mais peu importe. Et donc, c'est ça qui est hyper riche, c'est qu'il y a toujours une dynamique de création qui est à l'œuvre, du plus petit maillon à des choses parfois plus signifiantes. Voilà ce que j'avais envie de Mm. partager. Et moi, il me reste du coup quelques Une secondes. minute 30. Ouais. En fait, je peux parler que de mon expérience, en fait. Et ce qui m'a le plus touché dans ces 12 années, finalement, 12-13 années à l'Arbre aux Étoiles, bah, c'est vraiment le rapport au vivant. Que ça soit avec les humains ou les autres qu'humains, comme l'a dit un peu Stéphanie. Et en fait, c'est très puissant, c'est très fort. J'ai vraiment eu beaucoup de moments très parlants et voilà, qui m'ont parfois même bouleversé, hein. Euh, et en fait, je suis arrivé, enfin, comment dire, j'ai un espoir qui est immense en fait pour le peuple humain parce que je sais qu'à partir du moment où il est disponible, c'est-à-dire que dans son esprit, il se rend disponible déjà par le fait d'accepter la possibilité que le monde est aussi peuplé d'intelligence, qu'il n'y a pas que des humains qui ont des champs de conscience et une présence. Et en fait, quand on ouvre ce plan-là, mais il suffit juste de le vivre, hein, il ne s'agit pas de l'expliquer, ben ça marche, ça fonctionne en fait. Donc c'est ça qui est pour moi euh, peut-être un nouvel imaginaire qui, en fait, bien sûr, les anciennes traditions, les anciens peuples le savent très bien. On vient de là, en fait. On sait très bien qu'on a été formaté ou on a été obligé d'être dans un focus différent. Mais si on revient à ce focus sur le vivant,
Là, c'est une vraie transformation. Et c'est pas quelque chose qui est idéalisé, c'est pas une théorie, c'est pas un fantasme, c'est vraiment de l'expérience. Et voilà. Et c'est là où je retrouve la reconnaissance vis-à-vis d'autres personnes, parce que je vois qu'ils vivent aussi ce même genre d'expérience. Voilà. Merci Cyril. Je t'en prie, mais Alors, du coup, on va ouvrir un petit temps un peu rapide, si vous voulez bien, parce que peut-être qu'il y aura plus de questions-réponses dans les deux autres parties. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Est-ce qu'un lieu a envie de témoigner? Il y a plusieurs lieux qui sont là ce soir. Avant qu'on passe à la partie plus difficile, des défis ou des écueils qu'on peut rencontrer. Pas de questions? Est-ce que ça vous parle? Ça peut être un commentaire aussi en rebond. Sinon, on va rattraper notre retard et on va s'acheminer vers la partie suivante et on garde les questions pour plus tard. Ok, eh bien on fait ça. J'ai pas de doute que les sujets suivants vont soulever des questions. Euh, alors un écolieu, ça fait souvent fantasmer beaucoup de gens. Nous, on anime des stages qui s'appellent Créer un lieu. Et il y a beaucoup de gens qui viennent depuis quelques années à ces stages pour voilà, faire avancer leur projet. Ça fait parfois aussi jaser un écolieu. On a tous en tête des caricatures qui ont pu être faites des lieux. Euh, Parce que au fond, un écolieu, c'est jamais qu'un microcosme dans un macrocosme, donc on n'est pas complètement étanche et on est comme le petit fétu de paille qui ballotte aussi. Et du coup, on avait envie d'évoquer en toute authenticité avec nos amis gardiens de lieu, bah, les difficultés, les écueils aussi qu'on peut rencontrer et qu'est-ce qui fait que c'est pas si facile que ça. Et peut-être aussi les petites recettes ou les petites bonnes pratiques ou les petits coups de baguette magique qui nous permettent de surmonter ça. Alors, qu'est-ce qui aurait envie de démarrer? On va changer l'ordre. Allez, Hmm. on va commencer par... Allez, Frédéric, honneur aux hommes. Mon Dieu, c'est rare. Donc, non, je veux dire, c'est plutôt l'inverse qu'on fait habituellement. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? Bah, la première des choses moi, que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est on reçoit beaucoup de personnes à Terra qui viennent visiter les différents sites sur lesquels on est implanté. On a un week-end découverte qui dure 2 jours et on reçoit entre 20 et 30 personnes. Et moi, je trouve que la chose la plus difficile, c'est pour ces personnes qui arrivent et qui se lancent, c'est de les aider à briser l'illusion sans casser le rêve. Euh, je pense que beaucoup de gens arrivent dans cette transition avec des fantasmes, comment je dirais, euh, sur la nature, sur la vie en communauté, sur la gouvernance partagée, une société sans pouvoir, sans argent, où tout le monde il se fait des bisous et où la vie s'écoule dans la bonne direction et tout ça et tout ça. Et en fait, ça n'existe pas. Euh, Ça n'existe pas. Dans la nature, ça n'existe pas. Il y a des moments comme ça, il y a des instants sacrés, privilégiés, mais vivre avec d'autres êtres humains, euh, en particulier dans une petite commune rurale ou dans des lieux dans lesquels il y a comment dirais-je, des activités qui nous mettent face à face, ça crée beaucoup de projections, de tensions, de projections, de représentations, d'illusions. Et donc, une première étape hyper importante pour nous, c'est d'essayer d'arriver à casser ces illusions sans briser le rêve. En fait, on a besoin d'avoir ce rêve là-haut, là, cette étoile polaire qui nous fait traverser la forêt obscure. Et on a besoin de ça. Mais si on y va avec tout un ensemble d'illusions qui se mettent entre nous et le réel, on va beaucoup se cogner. Et quand on se cogne, ça fait mal. Et
j'accompagne des lieux dans ces moments parfois un peu difficiles. Et souvent, ça vient du fait que les personnes n'ont pas formalisé ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, et ce sur quoi ils sont prêts à discuter, en fait. Et souvent, c'est des oui, mais pas encore, ou des non, oui, peut-être. Parce qu'en fait, on a peur de se blesser, on a peur de s'affirmer, on a peur de dire qui on est vraiment, on a peur d'être jugé. Alors, vous pouvez rajouter toutes les peurs avec des perles comme ça sur un collier immense. Et en fait, on a peur de dire ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, ce qu'on est prêt à négocier, ce qu'on n'est pas prêt à négocier. Et malheureusement, comme c'est pas dit au départ, ça fait une espèce de grosse boîte sur laquelle on écrit le mot amour, écolieu, oasis, archipel, tout ce que vous voulez. Mais comme on n'a pas ouvert la boîte, après, quand on ouvre la boîte vraiment, surtout si elle nous a coûté 100 000, 200 000 ou 300 000 euros la boîte, parce que, bien sûr, à un moment donné, il faut mettre des sous, faut s'engager, il faut déménager. Et ben, du coup, quand on ouvre la boîte et qu'on découvre ce qu'il y a dedans, des fois, ça peut faire très très mal. Du coup, je dirais qu'une des choses les plus importantes, en tout cas ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment briser cette illusion sans casser le rêve. C'est-à-dire aider les personnes à formaliser ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils sont prêts à discuter. Voilà, et nous, on essaie beaucoup de faire ce travail. Et parfois même, on a du mal, hein, parce que c'est difficile, hein, de se défaire de ces illusions. Voilà, j'ai dit. Merci Frédéric, je suis sûre que ça va faire rebondir quelques lieux. Hmm. Alors, laquelle de vous trois se lance? Est-ce que Stéphanie, tu vas enfin nous parler de ton conseil municipal? J'ai été obligée là, du coup. J'ai deux sujets. Il y a tellement de défis. Et là, je me disais, waouh, lesquels je vais mettre en avant. J'en ai deux. Je mettrai le conseil municipal en deuxième. Ça va vous garder en alerte. Le premier sujet, je pense, c'est l'huile de coude, c'est-à-dire ne jamais baisser les bras. La phrase, moi, qui nous a accompagnés et que je réalise maintenant, en fait, après le gros du gros œuvre, si on peut dire, de la création, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, on va le mettre au féminin hein, pour nous, mais c'est la même chose. Quand je regarde en arrière, je dis, mais comment c'est possible à 5 heures du matin en train de jointer les murs de pierre, à minuit, encore à la torche en train de travailler la terre. Bon, c'est quelque chose, on a été porté et je, je pense que ce qui nous a soutenus, c'est cette clé. Avant d'ouvrir le lieu, en fait, au départ, juste à la création, il y a 4 ans. En fait, avant, on a travaillé sur le lieu, mais les terres de lettres est vraiment né il y a 4 ans. Et quand on a décidé que ça allait, si on a décidé quelque chose, en fait, je crois pas vraiment, mais quand on s'est laissé porter pour ouvrir les terres de lettres, j'ai sondé quelques lieux ressources qui ressemblaient plus ou moins. Et il y a une femme qui est gardienne de lieu qui m'a dit il y a une chose à savoir, jamais perdre le sens du rêve de pourquoi vous faites ça. Et je suis toujours revenue à ça. Qu'est-ce qui fait dans toutes les difficultés? Ok, c'est quoi le chemin? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ça a été une grande clé. Et derrière, je pense que le mot qui est là, c'est la foi. On est toujours revenu à on a foi dans le lieu, on croit en ce lieu parce qu'en fait, ce qui a été peut-être le plus grand défi, c'est de ne pas écouter notre mental ou ne pas écouter ce qu'on avait envie de faire par la tête, ni encore moins ce que nous disaient, excusez-moi s'il y en a dans la pièce ou qui nous écoutaient, banquiers, comptables, en tout cas ceux qui nous ont et qui auraient voulu nous mettre en fait de côté le lieu parce que c'était absolument pas selon eux quelque chose de viable. Donc de croire au lieu, d'écouter vraiment ce qui devait émerger, de se mettre vraiment au service du lieu et c'est là où le lieu nous a appris. Et si on s'il pouvait parler, voilà la phrase que j'ai entendue un jour, c'est vous allez apprendre à faire du grand dans du petit.
Et on a suivi les indications et on a gardé foi en le lieu. Et c'est ça qui nous a fait tout traverser. Tout ce qui était impensable, vraiment, on l'a traversé grâce à cette foi dans le lieu. Hum, Sujet 1. Sujet 2, le conseil municipal. Oui, alors en très rapide, du coup. Oui, nous, on est en plein milieu d'un village, donc vraiment le défi, c'était comment tisser des liens avec le village. Un écolieu, centre de ressourcement, zoothérapie, sylvothérapie, c'est un monde, surtout en milieu rural, qui ne parle pas aux ruraux, vraiment, hein, qui mettent ça de côté. Et donc, on a eu tout un défi pour pouvoir intégrer, être local et faire parler de nous. Donc, ça nous a amené à faire venir, ben, on a réussi à faire venir le préfet, on a réussi voilà, à tisser des liens pour devenir un lieu qui puisse être connu de toutes les personnes. Et on a créé avec l'association la commission Vie de Village pour créer des cafés de village et que du coup, la population la plus locale vienne dans notre lieu. Ça, c'était un grand défi. Euh, et donc, je suis aussi au sein du conseil municipal, mais du coup, en fait, je ne vais pas vous en dire plus puisque c'est la fin de mon timing. Alors, Peut-être que ça tu reste pourras nous en timing. toucher un mot dans la vision. En tout cas, ça me rappelle une histoire de chenille et de papillon que nous a raconté Frédéric. Euh, alors, il nous reste Karen et Mm. Marie-Christine. Voilà. Marie-Christine, tu veux y aller ou est-ce que j'y vais? N'hésitez Haps. Oui, j'étais assez inspirée par ce que disait, Stéphanie justement sur toutes ces choses-là, autour de l'ancrage. Hem et la chose qui me vient surtout, c'est la bonne vitesse des choses. Donc nous, effectivement, on est dans une optique un peu d'entrepreneuriat social, d'un développement qui continue. On est 17 salariés aujourd'hui et on sera plus demain. Mais quelle est la bonne vitesse? Et inspiré quelque part par notre jardin, on plante des haies, nos haies sont toujours des bébés haies, voilà, alors qu'ils seront là depuis 3 ans, c'est encore des espèces de vieilles brindilles, il faut attendre que ça pousse, toutes ces choses-là. Et la bonne vitesse qui permet donc d'expérimenter, de voir ce que ça donne, ajuster le tir, petit à petit compléter nos offres par des nouvelles briques, mais qui sont les briques qui s'imposent à nous par le besoin. Le besoin de nos publics, le besoin du territoire. Donc la bonne vitesse pour l'expérimentation et la bonne vitesse pour créer du lien avec notre territoire, créer du lien avec les partenaires qui sont peut-être plus loin, hem, susciter des rencontres, faire venir des gens au moulin, aller rendre visite, comme nous sommes allés, mes collègues et moi, rendre visite à Maëlys et Cyril, il y a pas si longtemps. Voilà et s'ouvrir et prendre le temps de s'ouvrir au public et laisser le public venir à soi, et via des événements différents qui font que c'est d'autres tranches de population chaque fois qui vont venir chaque fois. Et la bonne vitesse également pour se constituer son modèle économique, qui est toute une affaire, n'est-ce pas? Et pour petit à petit progresser dans nos recherches de financement également, au fur et à mesure qu'on appréhende différents pans de ce monde-là, soit de la subvention publique, soit du mécénat. Et puis, bonne vitesse également pour consolider une équipe où évidemment, voilà, on part d'un milieu très associatif, voilà, avec des affinités, des choses comme et des voilà et ce milieu un petit peu, casual, un peu informel d'un milieu associatif et petit à petit, on consolide tout cela, on fait entrer de nouvelles compétences, on se professionnalise sur certains points et au fur et à mesure s'imposent à nous les endroits où on doit venir se consolider et progresser et structurer au fur et à mesure. Donc il y a quelque chose du ni trop vite ni trop lentement qui doit se faire sur différents plans pour laisser les choses venir à nous et tomber juste. Voilà. Merci Karen. C'est à toi, Marie-Christine. pas.
En fait, j'aime bien enchaîner sur cette idée-là parce que je pense qu'un des défis, ça a été quand Cécile, qui connaissait bien le coin, s'est dit qu'ils allaient monter un tiers-lieu nourricier dans cet endroit qu'est la Sologne, donc un endroit plutôt de chasse, enfin voilà, pas très ouvert et de la ruralité et des gens pas très ouverts en fait à l'écologie, voire un peu vent debout contre. Et je pense que une des difficultés, mais qu'ils ont bien géré, ça a été de tisser des liens avant de commencer quoi que ce soit. C'est-à-dire d'aller rencontrer les gens, de parler de leur projet et d'expliquer que le projet était un projet avec. Et pas un projet de transformation de l'endroit, mais de rencontrer les gens et de faire avec les gens et les bonnes volontés. Et en fait, pendant tout ce temps-là, là où Cécile et Jérôme sont des doueurs et des gens qui ont besoin d'être dans l'expérience tout le temps, enfin, d'accepter que ça soit un rythme qui soit le rythme du tissage de l'écosystème. Et je pense que ça a été, ils avaient aussi besoin de garder un rythme assez soutenu pour se dire qu'ils étaient en train de réaliser des choses. Donc il y avait à la fois l'acceptation de ce rythme extérieur qui était lent et leur rythme intérieur qui était quand même assez pressé avec ce sentiment d'urgence. Donc je pense qu'ils ont monté des tas de choses et quand ils ont démarré, une des difficultés, je trouve qu'ils ont rencontré, moi je les ai rencontrés quasiment au début, c'est que ils faisaient plein de trucs en même temps et je pense qu'il y a un moment, ils ont pas été très loin de frôler le burn-out. Enfin, je les ai trouvés très enfin, fatigués. Enfin, voilà. Et il y a un moment, il y a quelque chose qui a bifurqué. Il y a un moment, et ça, je trouve ça très intéressant par rapport aux deux filles, c'est qu'il y a un moment, ils se sont dit, OK, il faut qu'on prenne soin de nous. Ils avaient leurs ados, en plus, qui commençaient à être en frein, qui commençaient à dire que c'était quand même mieux quand ils étaient à Paris. Enfin, bon, voilà, il y avait tout le projet familial qui n'était pas facile, hein. Ils avaient quitté Paris pour arriver là. Et à un moment, ils ont sacralisé des temps pour eux. Ils ont pris du temps pour eux, des temps en famille, des temps de ressourcement, de prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir prendre soin ensemble du vivant sur le lieu. Et ça, je ne sais pas très bien quand cette inversion s'est faite, mais ça a été un vrai défi de retourner ça. Et le deuxième défi qu'on vit de manière extrêmement concrète en ce moment, c'est qu'en ce moment, on ne peut plus du tout accéder à la filerie parce on est en travaux, on est en train de tout refaire. Donc, on a protégé un peu le potager, mais tout le reste, c'est Bagdad. Et donc, c'est comment garder le lien avec l'écosystème pendant 9 mois, en fait, où on est fermé. Et en ce moment, ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, ce week-end, je vais à l'AG. Et l'AG se fait à Fresnes, avec le maire. En fait, il trouve le moyen de créer des ateliers autour dans la nature, avec l'appui de la commune. Parce qu'en fait, ils ont pris le temps de tisser tous ces liens avant, ce qui fait que ça continue d'être vivant, même en étant fermé, en fait. Et je trouve que c'est un sacré défi. Bon, j'ai pas l'état des finances pour l'instant, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais voilà, je trouve que c'est un sacré défi. Merci Marie-Christine. Bon, bah, nous, ça nous parle, hein, tout ça. Plutôt. On se reconnaît dans beaucoup de ce que vous avez dit. Euh, Nous, dans les freins et les écueils, je crois que enfin, pour moi, il y en a trois pour faire court. Il y a le fait qu'on reste toujours dépendant d'un modèle conventionnel que je qualifierais d'ancien monde, avec des emprunts ou pour certains des subventions, l'injonction de remplir des stages pour que ça passe, pour que ça tienne, etc. Et donc ça, c'est pas évident parce qu'on est pris bon gré mal gré dans une espèce de petite course qui, du coup, conduit au deuxième défi qui est celui de tenir le coup, effectivement, en termes de fatigue. Et parfois, ça peut confiner à l'épuisement parce qu'on est un peu Shiva quand on est un gardien de lieu, on fait un peu 30 trucs à la fois. Et puis le troisième aspect, c'est l'inclusivité. Ça, c'est le grand, comment dirais-je, le grand procès qui est souvent fait aux écolieux, c'est l'entre-soi, pour faire court. Et là, moi, je pense que, bon, à la fois, faut pas se mentir, comme disent les jeunes, il est clair que ça draine un certain type de personnes, mais pas forcément un certain type de milieu. Je pense que c'est plus en lien avec un niveau de conscience que un niveau, on va dire, catégorie socio-professionnelle, etc.
Mais néanmoins, force est de constater qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas du tout présents dans les populations qui fréquentent, en tout cas, notre lieu. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on a envie de travailler un peu dans les années qui viennent en nouant des partenariats avec des associations locales. Ça reboucle aussi avec moi, mon grand dada, qui est l'ancrage sur le territoire. Voilà, c'est bien de le dire, c'est une belle idée, c'est pas toujours facile à réussir en pratique. Parce que quand on habite à la campagne, on est toujours un peu loin les uns des autres, donc pour peu qu'il pleuve ou qu'il vente, les gens qui devaient venir, ils viennent plus. Enfin, c'est quand même un peu moins simple qu'en ville. Donc voilà, c'est un challenge, mais, euh, mais voilà, je vais te laisser un peu de temps. Moi, j'ajouterais juste que, enfin, souvent, je dis que il y a trois étapes qui sont en fait hyper importantes dans la vie d'un lieu. Il y a la création, bien sûr. Il y a la création de la communauté, qui en fait n'arrive pas comme ça, parce que chacun a ses problèmes, chacun a ses occupations, chacun a sa famille. Donc en fait, avant de créer quelque chose où on marche ensemble, où on travaille ensemble, où on fait des efforts, c'est pas automatique. Donc ça, pour moi, c'est quand même un défi. Et puis ensuite, il y a la transmission d'un lieu. Donc nous, on n'y est pas, mais le Bouchot peut-être ou d'autres. Enfin, je crois que je dis pas de bêtises en parlant du Bouchot, mais il me semble que, enfin, bien évidemment, il y a la question de la transmission d'un lieu après, puisque forcément, cette question se pose un jour. Un autre écueil juste que je nommerais, mais là c'est plus au niveau sociétal par rapport à l'attrait d'un écolieu. On a parlé de l'entre-soi, mais en état de crise, on voit bien que quand on est dans un état de crise, je veux dire systémique, et qu'on on est du coup renvoyé à une peur de tout simplement manger, boire et pouvoir survivre hein, parfois, tout ce qui va être développement personnel, spiritualité ou ce genre de choses, je pense, passe vraiment en troisième, quatrième, cinquième position et on peut le comprendre. Donc il y a un jeu, il y a un jeu comme ça qui se passe entre, je veux dire, une pratique qui, du coup peut passer en second plan. Après, la grande leçon des écolieux, enfin, il me semble, c'est que cette pratique, elle ne doit pas se faire uniquement dans un écolieu. C'est dans la vie de tous les jours. Donc, ce qui est à l'œuvre avec tous les écolieux, c'est bien ça. C'est que, en fait, on prenne conscience que prendre soin du vivant, prendre soin de soi, ben, ça passe, c'est tout le temps. C'est pas uniquement du vendredi 18h au dimanche 18h dans un lieu. Parce que le stage est comme ça. Donc, je crois que la grande leçon, elle est là, en fait. C'est de se prendre soin, que ça devienne vraiment quelque chose qui naisse de soi. Voilà, que ça soit pas quelque chose qui vienne de l'extérieur, en fait. Voilà ce que je dirais. Il est 4 minutes 17, on a dépassé de 1 minute 20. Nous. Je suis On est désolé. deux. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions ou, euh, ou qui ont envie d'évoquer d'autres difficultés que leur évoquent les lieux? Encore une fois, ça peut être par écrit aussi dans le chat, hein. C'est pas nécessairement oralement. Il y a Martin Ouais, qui, je Martin, crois, veut dire un petit mot. Il faut que tu ouvres tu ton... ouvres ton micro? Voilà. Je m'appelle Martin Lubel et ça fait une dizaine d'années que je pense à un écolieu en Lozère, à Alinck. Euh, et comme Frédéric a dit, je comprends très bien qu'il y a le rêve et il y a la réalité qui interfèrent. En ce moment, j'habite aux États-Unis et c'est encore pire. Alors, je suis complètement... c'est difficile à être optimiste en n'importe quoi. Euh, mais euh, Alain qui a quand même des très pas mal de jeunes qui c'est bon c'est quand même un petit village. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés, qui se sont installés. Mais bon, on est peut-être 40, peut-être 40. Il y a beaucoup d'agriculteurs aussi, mais bon, les agriculteurs aussi ne sont pas très riches parce que c'est en Lozère, c'est assez et bon, alors je voudrais ce qu'a dit Frédéric et puis la coopérative, ça m'intéresse beaucoup.
Je voulais savoir si c'était, par exemple, s'il y a des modèles, est-ce qu'il y a des modèles pour ouvrir une coopérative ou est-ce qu'il faut... euh, et bon, le problème aussi, c'est il y a des personnes, mais tout le monde c'est difficile. Il y a des artistes qui aussi ont la difficulté à survivre. Euh, et c'est, mais Frédéric? bon, nous, on a aussi un moulin qui est, bon, mais je suis en train d'essayer de voir avec la DDT si on peut euh, le toucher, en fait. Bon. Et est-ce que parmi ceux qui ont créé des choses, est-ce qu'il y a eu beaucoup de mécénats? Est-ce que vous avez eu beaucoup de personnes qui ont en même temps, tout- en même temps décidé de créer ça ou est-ce que c'est... Alors, Bon, je laisse... je crois que la question, c'est est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour créer un écolieu? Je pense que chaque contexte est très différent. Nous, on a eu des subventions, d'autres ont eu des mécènes, d'autres ont eu des financements collectifs. Donc, il n'y a pas un modèle, il y a plein de modèles et c'est ça aussi la beauté des écolieux. Je ne sais pas si Frédéric, tu avais envie de compléter ou si quelqu'un, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous a envie de compléter. Sachant que c'est un grand sujet, on pourra y Hmm. passer 2 heures, voire Ouais, 2 jours, voire 2 ans. ouais. Euh, donc voilà, juste quelques mots, si possible. Bah, je peux parler en 2 mots, en tout cas, de nous, du processus dans lequel on est rentré, qui, à mon avis, peut vous aider, en tout cas, à vous donner une orientation. Et pour moi, la base de la base, c'est d'abord le don de temps, en fait. Avant d'aller chercher des sous, avant d'aller solliciter des investisseurs, des collectivités, des fondations, c'est déjà commencer à donner du temps et le comptabiliser, ce temps. Euh, Très rapidement, en tout cas nous, ça a été de créer une association à but non lucratif, se connecter à un fonds de dotation qui nous a permis très rapidement de mettre nos impôts au service de notre projet. Parce que quand on démarre, on compte pas ses heures et on compte pas son argent. Sauf qu'à un moment donné, le fait de ne pas compter ses heures et pas compter son argent, bah, ça finit par nous mettre dans des situations compliquées. Donc, créer une association très simple, commencer à comptabiliser le temps qu'on va passer au service de notre lieu. Ça, comptabiliser le temps, ça permet après de l'opposer en fait à des collectivités territoriales en montrant que voilà, il y a du travail qui a été fait, qui sera fait. Et donc ça permet après de passer à la deuxième étape qui est les dons défiscalisables, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir un fonds de dotation qui va collecter des dons et qui va défiscaliser jusqu'à 70% ces dons pour les particuliers, 60% pour les entreprises, ça peut aider. Et après, une fois qu'on a commencé à montrer qu'on sait faire des choses, c'est après les subventions, donc des subventions d'exploitation et d'investissement. Il y en a beaucoup dans nos zones rurales, hein, mais les dossiers sont parfois un peu compliqués, mais quand on est bien, voilà, bien sous la République, là, bien aligné avec la République, de l'argent, il y a beaucoup d'argent en fait. Et il y a beaucoup d'enveloppes aujourd'hui qui ne sont pas distribuées parce que les personnes, elles ne savent pas trop monter les dossiers, parce qu'elles ne savent pas présenter leurs projets, parce qu'elles ne savent pas comment parler aux collectivités territoriales. Mais avec un petit peu de pratique, on arrive rapidement notre travail au service des communs à se développer. Et puis après, si on fait un pas de plus, il y a un modèle économique. Après, c'est ce que nous, on appelle les capitaux passés à intérêt modéré, c'est-à-dire aller chercher des capitaux auprès de particuliers, d'institutions financières pour se développer. Et puis à la fin, si nos structures elles dégagent un petit peu d'excédent, c'est cette capacité à réinvestir dans le développement du lieu ou des lieux une partie de nos investissements de telle façon à pouvoir passer à une autre échelle. Voilà, donc il y a un peu cette espèce de moment de processus, en tout cas que nous on a vécu et qui est vachement intéressant, quoi. Il y a quelque chose de très important que Frédéric a mentionné, c'est vraiment quelque chose autour de savoir présenter
l'investissement qui a été fait, présenter le travail qui a été fait, vraiment la place centrale du rapport d'activité, de ce genre de livrable-là, du rapport d'activité, de bien réfléchir à la sémantique, aux mots qu'on met sur les actions pour que ce soit les mots qui parlent aux financeurs. Il y a tout un travail vraiment pour ajuster ça, pour pouvoir présenter les choses de la manière la plus efficiente, derrière voilà et de faire rayonner, ce qu'on a déjà pu démontrer pour pouvoir aller plus loin. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous propose de passer à la troisième partie pour pas perdre trop enfin, pas prendre trop de retard. Et si vous aviez envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit, vous l'intégrez dans votre intervention suivante, si ça vous va. Parce que finalement, notre troisième partie, elle est éminemment en lien aussi avec le sujet qui vient d'être posé, puisque il s'agit un peu de la vision future des écolieux. Des écolieux, on en voit fleurir un peu partout, sous plein de formes différentes. Nous, on voit ça de manière très positive, très rassurante, parce qu'on se dit que c'est vraiment un signal fort d'une société qui est en train de changer, des gens qui prennent leurs vacances de manière différente, avec des vacances apprenantes, etc., etc. Et pour autant, on est toujours un peu frustré par le rythme. Les choses ne changent pas tout à fait aussi vite qu'on voudrait. On a beau intégrer beaucoup de préceptes de sagesse sur le temps long, on est aidé en ça par plein de gens très bien, n'est-ce pas Dominique? D'être patient, etc. Pour autant, on a tous, je crois, à cœur d'avoir de l'impact et que les choses avancent et de contribuer en tout cas à une transition plus rapide pour que le système percole en fait. On parle souvent d'îlots de résistance, d'îlots de résilience qui, au bout d'un moment, bah, percolent, s'interconnectent et c'est ça qui fait qu'on passe un cap, on passe un seuil et il y a une bascule. Donc, on avait envie d'écouter un peu nos amis des lieux sur cette question et quelle est un peu leur vision de c'est quoi le rôle des écolieux demain, comment est-ce qu'on peut contribuer à encore mieux à accélérer cette transition. La parole au centre. Je vais prendre la parole. Je trouve qu'il y a une expérience qui est intéressante qu'on est en train de vivre à la Filerie sur le fait d'aller parler enfin, de s'ouvrir en fait à des gens qui sont loin de l'écologie. Je pense à l'école Être, par exemple, une manière, le fait d'être, de nous être rapprochés de l'école Être et d'être un lieu en Loire-et-Cher pour accueillir ces jeunes, c'est une manière je trouve, intéressante euh, de, ouais, de percoler, comme tu dis, parce qu'on percole pas qu'entre nous, mais on percole avec d'autres. Et au cœur de l'écologie du vivant, pour moi, enfin, je pense que pour nous, en tout cas, dans nos valeurs, il y a l'inclusivité et le fait de ne pas laisser en dehors, notamment des populations vulnérables comme bah, ces jeunes, en l'occurrence, là, sur l'école Être. Et je me rappelle aussi d'une initiative qu'avait fait Jérôme pendant un moment où il était intervenu dans, je ne sais plus exactement comment s'appelait le lieu, mais en fait, c'était un lieu qui réunissait des gens qui étaient des sans-abri, dans lesquels il avait dispensé la formation Novi Bas Carbone. Et c'était extrêmement intéressant de le faire auprès de ces populations-là qui, à travers cette formation, en fait, retrouver, voilà, enfin, découvrir que finalement, il y avait des choses, ah bon, c'était bien, enfin, la sobriété, ça pouvait être bien, en fait, qui se redécouvraient dans une forme de dignité, alors que jamais on leur parlait de ça. C'est des gens à qui on ne parle pas de ce genre de choses, qu'on ne va pas voir sur ces sujets-là. Moi, je crois à l'audace d'aller chercher, et c'est ce que j'aime bien dans ce que font Cécile et Jérôme, c'est de temps en temps d'aller chercher des gens qui sont complètement en dehors en s'appuyant sur d'autres formes associatives. Voilà, et ça, je trouve que c'est une percolation intéressante. J'ai dit.
Karen, c'est à toi? Ça, Tu as ouvert ton micro. bah, si vous voulez, effectivement. Je pense que là où on a, vraiment notre place, c'est le fait, c'est désisoler les gens. C'est effectivement, de faire cohésion et de développer le capital humain. Parce que quand on va taper effectivement, quand on va se rendre compte de plus en plus des, frontières planétaires, quand on va vraiment avoir la tête contre le plafond des frontières planétaires, ce capital humain va devenir, va une richesse, mais, largement plus incommensurable qu'aujourd'hui. Et c'est là que nous, on a notre rôle, vraiment, et en particulier en ruralité, surtout en ruralité, de faire vivre notre ruralité et faire qu'on puisse, accéder à tous les pans de sa vie, dans sa ruralité. Et je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose de particulier du tiers-lieu rural qui va être, très indispensable dans les années à venir, et aussi, former, donc voilà, dans cette notion de capital humain, vraiment, c'est pour amener ça à l'étape d'après, c'est vraiment l'expérimentation à plusieurs, parce qu'à plusieurs, on peut faire toutes sortes de choses qu'on n'arrive pas à faire tout seul, quoi. Voilà. Et donc c'est là qu'on va, que tous ces lieux sous toutes les formes différentes qu'on entend, voilà les formes qui sont représentées aujourd'hui et puis toutes les autres formes qui sont pas là, voilà qui voilà, vont vraiment prendre leur rôle dans les années à venir, je pense. Voilà, donc on lutte contre, on fait du donut, on est dans le donut là, on travaille, pour, justement se trouver dans cette zone, entre les limites planétaires et le plancher social. Voilà. Alors, oui, je vais prendre la suite en essayant de trouver les mots justes, parce que j'ai la vision de ce que proposent les terres de lettres. J'espère trouver les beaux mots. En tout cas, je suis ravie de ce qui vient d'apparaître, que j'avais jamais visionné sur notre lieu. Le mot qui est là, c'est un lieu mer, M-E-R-E. Je ressens vraiment les terres de lettres qui est comme un ventre de la mère terre et qui amène de la reconnexion à la créativité et qui fait émerger de son ventre des nouvelles naissances. Et je sens que ce qui émerge des naissances, je vous en citer deux exemples, c'est des nouvelles formes de la nouvelle terre en construction, si on peut dire. Après, je pense que là, on peut mettre plein de mots différents pour, ce, pour ces naissances-là. En tout cas, des nouvelles formes pensées, des nouvelles, aussi des nouvelles structures. Alors, par exemple, on a créé une microforêt urbaine au sein de notre lieu, qui est tout petit. On a planté, donc avec la méthode Miyawaki, et cette microforêt est née une association, Mini Big Forest en Mandie. Donc, c'est des microforêts qu'on plante en plein milieu de la ville pour des îlots de fraîcheur et de biodiversité humaine aussi. Et suite à ça, eh bien, avec cette association, on a planté près de 6 ou 7 ou 8 000 arbres là, depuis 3 ans dans des cours d'école, collèges, lycées, au pied des HLM, sur des sites pollués, etc. Donc là, naissance de l'association Mini Big Forest Normandie qui commence à s'autonomiser, sortir du lieu et j'espère rayonner en Normandie pour ce projet. Ça, c'est un bébé des terres de lettres. Le deuxième qui me marque énormément, c'est quand j'ai senti que le lieu appelait à créer une communauté. Et on a ouvert du coup la communauté des Amis des Terres de Lettres parce qu'on n'a mis aucune forme. Il n'y a pas de structure, quelle qu'elle soit, ni associative, ni quoi que ce soit. C'est juste un moment où on se retrouve ensemble avec la cérémonie du feu sacré. Tous les premiers du mois, on se retrouve avec les Amis des Terres de Lettres. Et pour ne pas être fermé, chaque personne de la communauté peut inviter un ami et on se retrouve pour célébrer ensemble autour du feu sacré, pour reconnecter à notre feu intérieur et puis pour honorer le sacré. Ça, c'est aussi un bébé né de ce lieu et je pourrais en citer plein d'autres, mais je pense que ça suffit de dire juste deux exemples pour expliciter le terme lieu-mère. J'ai dit.
Merci Stéphanie. Alors, il reste toi, Frédéric. Euh, pour nous, à Terra, en tout cas, la place qu'on donne à l'écolieu dans la grande transition dans laquelle on se trouve, c'est tourner nos écolieux vers le territoire. Euh, je trouve que si les 1200 ou 1300 oasis qui existent en France aujourd'hui, recensées en tout cas, euh, se retournaient comme des chaussettes vers l'extérieur et offraient des services au territoire dans lequel ils ont grandi. Quand je parle de services, je parle de services de base, voilà, des trucs très très basiques, hein. L'alimentation, l'énergie, l'eau, les bâtiments durables, l'accompagnement à la transition des acteurs locaux, l'éducation, la technique, l'art, la science, en fait, tous ces éléments dont on a besoin pour accueillir des personnes dans ces territoires ruraux. Donc, si les oasis commençaient à produire, en fait, ce dont les gens ont besoin sur les territoires, s'ils commençaient à se connecter avec, comment dirais-je, avec les ruraux, avec les conseillers municipaux, sans prendre cette posture haute, qui est celle que nous, on va vous montrer ce que c'est la vraie vie, parce que vous êtes des méchants agriculteurs qui polluent et tout. Et s'ils pouvaient arrêter ça, ce serait tip top. S'ils pouvaient ouvrir un petit peu les bras et accueillir tous ces gens qui sont, pour la plupart d'entre eux, les pauvres, dans des situations très, très, très difficiles, et qui n'ont pas le loisir de pouvoir bouquiner, écouter de la musique, faire du yoga, etc. Et qui ont besoin de tout ça, parce qu'ils ont besoin aussi de ça. Donc, si nous, chacun des écolieux en France, on commençait à se tourner dans un esprit de service vers les habitants des territoires dans lesquels on s'est implanté, alors, moi, je pense que dans quelques années, le monde serait totalement transformé. Parce que je pense que chaque écolieu, pour moi, est un germe, est un gland qui peut devenir un chêne et qui peut ensuite faire cette forêt nouvelle qu'on appelle tous de nos voeux. Et pour ça, c'est super important de quitter cette position haute et de se mettre au niveau des gens, voilà, des gens qui sont autour de nous et qui n'ont pas ces ressources qu'on nous, on peut avoir à notre disposition pour des tas de raisons, hein. Je ne dis pas que on les a ni volés, ni piqués, mais vraiment se tourner vers les territoires et demander de quoi vous avez besoin, comment on peut vous aider, comment on peut travailler avec une commune, avec un agriculteur, avec... Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment formidable et qui, pour moi, est la V2 des oasis, quoi. Je pense que c'est vraiment la V2 des oasis, quoi. Je pense que c'est, voilà, c'est une étape qui serait vraiment extraordinaire. C'est ce qu'on essaie de faire humblement, hein. On n'y réussit pas tout le temps parce que c'est compliqué de parler avec des agriculteurs, avec des collectivités. Ça prend plus de temps, c'est compliqué, on est frustré parce qu'ils vont moins vite, donc on peut aller moins loin, donc on peut ne pas faire ce qu'on pensait pouvoir faire aussi vite. Voilà, nous on pensait que ça prendrait 10 ans, ça va prendre 20 ans. Bon, ok. Mais par contre, quel plaisir il y a, là on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le centre de formation qu'on a construit dans une petite commune, de voir un maire d'une petite commune rurale passer du vous au nous. Moi, je peux vous dire que quand le maire de Trentel, sur son estrade, a dit pour la première fois nous, putain, j'avais les poils comme ça, là. Je- et ça a pris 10 ans. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, on a arrêté de leur demander de faire ce que nous, on voulait. On s'est mis dans une posture de service. On a construit un petit jardin pour que les écoliers de l'école de Trentel viennent planter leurs tomates. Et puis après, on a mené ces tomates à la cuisinière de Trentel pour qu'elle les prépare aux enfants. Et du coup, ils en ont parlé à leurs parents. Du coup, les parents se sont dit, ah, mais putain, c'est pas une secte, le machin. Ils font des trucs bien et tout. Et puis voilà, progressivement, les gens, ils viennent. Et maintenant, enfin, ça a pris du temps. Oui, ça prend du temps. Mais par contre, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de réconciliation entre les élus locaux, les habitants, les entreprises, les associations, les partenaires financiers, et que si tous ensemble on travaille dans un intérêt collectif de revitaliser nos zones rurales, mais alors on va créer des lieux incroyables où des millions de gens voudraient venir habiter et ne le peuvent pas aujourd'hui parce qu'on ne les accompagne pas, on ne les finance pas, parce qu'on ne les connaît pas, tout ça. Donc il y a tout ce travail à faire. Mais si ce travail il est fait par chacun des écoliers qu'on a en France,
ou même ne serait-ce que 10 ou 15%, je pense qu'on peut vraiment atteindre un seuil de transformation sociétale immense. Parce il y a beaucoup d'éros dans la campagne. Et moi, j'aime beaucoup, comme dit mon ami, parce qu'il veut l'écologie Eros et pas l'écologie Thanatos. C'est l'écologie du désir. Si les gens, ils ont envie, si ça leur plaît, si ça les enthousiasme, si leur sort de leur routine, de leur misère, et tout ça, on va être des millions. Parce que le futur, on voit où il est, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Voilà. Bon, bref. Un Bon, peu quoi, ben, la place que je donne aux douanistes aujourd'hui. on a tous les poils là, je crois, hein. Merci Frédéric. Euh, je pense que ça fait bien ressortir à quel point les lieux sont vraiment des catalyseurs, hein. Et je crois qu'ils le sont d'autant plus qu'ils sont nombreux et qu'il y a de la diversité dans ces lieux, en fait. Justement aussi pour pas que tout se retrouve concentré sur le lieu du coin qui a déjà fort à faire, mais que vraiment ça essaime aussi dans un écosystème. Et je crois que c'est vraiment ça la pierre angulaire du passage à l'échelle, c'est vraiment de faire écosystème et pas juste un lieu, un autre lieu, un autre lieu, mais que ces lieux eux-mêmes s'interconnectent avec d'autres acteurs des écoles, des maisons de soins alternatifs, etc., etc. Et c'est un peu la démarche aussi d'un courant qui s'appelle le biorégionalisme. Après, on n'adhère pas à tout ce qu'il propose, mais en tout cas, c'est l'idée de revenir vraiment au local et qu'une des clés, c'est vraiment le territoire. Et ça peut être en ville aussi, hein. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'opposer ville et campagne, mais en tout cas, le territoire semble être vraiment une des clés parce que c'est un outil de sensibilisation de chacun en fait, parce que chacun, où qu'il en soit dans sa conscience, est sensible à l'environnement qui l'entoure, à ce que ce soit confortable, agréable, sécure, peut-être beau, utile, résilient, etc. Chacun est sensible à ça. Et donc, en tout cas, moi, j'ai la conviction que la clé, elle passe vraiment par le local et la petite échelle. Et ça ne veut pas dire l'autarcie. Parce qu'à nouveau, on a ces logiques d'interconnexion, de réplication, de territoire à territoire, en fait. Voilà ce que j'avais envie de dire. Le lieu activateur de potentiel, en fait. Quand on a préparé la conférence, on a eu un petit entretien avec toi, Frédéric. Tu nous as offert 1 heure dans ta journée. Et je me disais, merde, le travail fait que commencer. Parce que quand je voyais ce que tu présentais, je me disais, cette mise au service pour la commune et puis pour, en gros, l'extérieur, pour le nommer comme ça, même si on se sent vraiment dans l'accueil déjà. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a un travail aussi différent et j'aime beaucoup la posture de se mettre au service finalement des communes. Donc voilà. Moi j'ai peut-être juste envie de dire bravo pour tous vos témoignages et toutes ces visions communes en fait où on se reconnaît, il me semble, les uns les autres. Euh, Moi j'avance toujours avec comment dire, avec cette envie d'avancer avec les humains. Là, ce que je trouve assez fantastique, c'est j'ai l'impression de voir beaucoup d'humains pour une fois, dans mon expérience à moi qui ont envie de créer effectivement de l'éros et du désirable, quoi. Et avec une conscience peut-être plus grande ou plus ouverte, où on sent qu'il y a du chemin qui a été fait. Et peut-être que les paroles, les mots, les actions, elles sont plus grandes en fait. Elles ont une vraie envergure et il y a beaucoup moins d'intérêt personnel en fait. Donc on sent qu'il y a autre chose en fait qui est à l'heure et qui voilà et qui nous permettent en fait maintenant ces mises en relation avec des gens avec qui on n'aurait pas parlé il y a 10 ans peut-être. Donc ça rend très optimiste finalement. Donc je crois que c'est ça qu'il faut continuer à nourrir. Voilà. Donc il est 9h07 comme prévu, comme dirait notre ami Olivier Morel. On avait prévu une dizaine de minutes, je crois, si je me trompe pas, Oui, nous circulons actuellement de, avec un retard une bonne dizaine de minutes. Donc, d'échange, mais évidemment, chacun est libre d'interrompre quand il le souhaite. Euh, je ne sais pas s'il y a quelques questions qui auraient envie d'émerger. Et puis après, on
on clôturera. C'était donc ça, hein, le temps. On avait 5 minutes de questions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et Et puis cinq puis, minutes pour se dire au pour se revoir. dire au revoir. Donc, on va terminer, je pense, vers écart, si ça vous va. Et il y a Dorothée qui avait posé une question tout à l'heure, mais on n'a malheureusement pas vu sa main se lever sur la difficulté de monter un projet de lieu quand on est seul, et que notamment c'est un obstacle à tout ce qui est financement. Et voilà, si certains d'entre vous ont des conseils à lui donner. Euh, Moi, ça m'évoque, je sais qu'à la Filerie, vous avez fait un partenariat avec un autre tiers-lieu du coin. Oui. Alors, je suis pas en charge, enfin, je fais partie du cercle gestion, mais de loin. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'effectivement, dans le cadre de tout le travail sur le territoire qu'ont fait Jérôme et Cécile, ils ont fait aussi le tour des gens qui étaient engagés. Voilà, sur soit euh, la biodiversité, soit sur l'écotourisme. Et puis à force de rencontrer des gens, en fait, on a rencontré notamment, mais pas que, hein, on travaille avec Jardin de Cocagne, mais on s'est rapproché en fait de plein de gens, et notamment des greniers de Vineuil, qui sont un lieu aussi qui accueille, donc ils sont à Blois, donc à 30 minutes de la filerie. Et en fait, avec eux, on est en train de travailler dans le cadre de la branche écotourisme qu'on est en train de développer. On est en train de travailler un certain nombre de programmes avec eux. Il y a des choses qu'ils ont qu'on n'a pas, il y a des choses qu'on a en commun, mais voilà, on travaille, par exemple, on a testé tout un parcours à vélo avec une nuit chez eux, une nuit chez nous. Nous, on a des carters, enfin voilà, on a des trucs un peu atypiques. Eux, c'est plus confortable. Et avec tout un parcours autour des châteaux, nous on a les châteaux qui sont dans le coin, etc., pour que les gens puissent passer des vacances en mode tourisme vert. Et donc tout ça, on l'a fait avec eux et on a levé des fonds ensemble. C'est une manière de contourner, je dirais quelque part. Alors nous, on n'est pas, enfin, Cécile et Jérôme, c'est un couple, mais néanmoins, pour aller chercher de l'argent au niveau régional, donc, il y a ça qu'on a eu comme initiative. Et puis, on a aussi travaillé avec plusieurs tiers-lieux sur, justement, il y avait des fonds au niveau de la région pour dynamiser les tiers-lieux, mais dans une dynamique régionale, voilà, de travailler ensemble, de se soutenir. Voilà. Et on s'est rapproché, on a animé, en fait, un certain nombre il y a plusieurs intervenants sur la région qui sont engagés au niveau écologique et on se charge de cette animation. Et ça, c'est une autre manière aussi de se faire connaître et de ne pas être perçu comme étant un acteur tout seul dans son coin, en fait. Voilà. C'était Oui. pas, ma question n'était pas tant financière en fait, c'est plus sur Ah, le côté juridique, fiscal, sur le statut en fait, tout ce qui accompagne ça. J'ai pas trop sur les coopérations, etc. ouais. J'ai des liens, j'ai aucune peur de ça et ça va fonctionner. Je te remercie de ton aide et de ton témoignage, mais c'est plus, tu vois, quand tu veux créer une assoce, bon, bien sûr que je vais demander à d'autres gens pour la créer, mais c'est tout de suite plus simple quand t'es deux, parce que du coup, tu te poses pas de questions. On te dit, oui, mais une assoce, vous savez, c'est bon, voilà, enfin, on va te Ouais. raconter que toi, tu es quelqu'un, le vilain petit canard qui veut une assoce pour des raisons fiscales alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc voilà, donc je réalise tout ça, j'avance. Quand je suis confrontée à ça, je suis un peu triste parce que voilà, quand on va s'enseigner auprès de l'ESS, on trouve ton projet génial, mais votre projet, mais alors vraiment, ils sont là, mais ils montent au rideau tellement ils trouvent le projet super. Et alors vous êtes, bah non, il n'y a que moi. Ah bah non, on va pas pouvoir vous aider, du coup, si vous êtes toute seule. Et c'est, enfin, voilà, il y a pas de, on n'imagine pas qu'une personne seule, et bon, c'est souvent des couples en fait qui fonctionnent ensemble. Donc déjà, on n'est pas en couple, on est seul. Bon bah voilà, c'est sa vie, c'est comme ça. Et en plus, du coup, on nous le renvoie un peu dans la gueule quand on cherche à créer un projet qui est un projet assez fort et un projet qui, dès que vous en parlez, séduit tout le monde. Et puis d'un coup, on vous dit, ah mais vous êtes toute seule. Ah bah oui, ok, très bien. Puis là, on vous laisse, on dit, ah bah courage. Ok, bah, heureusement que j'en ai. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réglementation, il y a un petit... Voilà, puisque c'est un projet où on va être solidaire, il faut être plusieurs. Ben, moi, c'est pas mon cas. Je suis journaliste climat-environnement, je passe 80% de mon temps sur le projet, je crée, enfin, c'est un écolieu sur vraiment autour de l'écologie en Bretagne. Et voilà, et donc je sais qu'il va fonctionner, je sais que ça va marcher, mais c'est un peu chiant de devoir se défendre d'être seul et de devoir abandonner des choses qui sont
accepté pour tout plein d'autres lieux parce que vous êtes seul. Alors justement, vous avez d'autant plus besoin d'avoir ce... Voilà. Bref, voilà. C'était ma petite remarque. Ça va forcément être un peu frustrant parce que on aurait envie de continuer sur ces sujets plus longtemps. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager quelque chose ou une question à poser avant que on s'achemine vers la fin? En attendant, moi j'avais juste envie de réagir à ce que Dorothée a dit en disant qu'il parfois il n'est pas interdit de mentir pour la bonne cause non plus en fait. Moi j'ai Ah ouais. beaucoup menti quand j'ai monté le projet. J'ai menti au banquier. Instant vérité, alors. Allez. Voilà. Je leur ai pas dit que je lâchais mon boulot d'avant. Bon bah voilà, on peut dire qu'on est plusieurs, même si c'est des gens qui viennent que 2 fois par an, mais qui adorent le projet. Ouais, ça peut aider. Si je voudrais juste rajouter ce que Dorothée, vraiment, j'ai envie de te dire que, en fait, nous, quand on a travaillé sur lieu, on voulait quelque chose de participatif, solidaire, dire, ah, mais vous êtes propriétaire, ça va pas être possible. Après, on va avoir une autre structure qui me dit, ah, mais vous êtes en couple, vous êtes mariés, c'est compliqué, donc ça va pas être possible. Ah, et moi, ce que je t'entends dire là, c'est, ah, ben, vous êtes tout seul, c'est peut-être ton point, toi, qui est ton point de fragilité. Ah, vous êtes tout seul, ça va pas possible. Si, c'est possible. Je t'assure que c'est possible. C'est juste crois-y, en fait. Parce que après, tu auras un autre petit écueil ou un petit endroit compliqué et on va te mettre le doigt dessus. Et en fait, tu vas dire, si, c'est possible, en fait. Justement, c'est parce que je suis toute seule que c'est possible. Et parce que c'est ta spécificité peut-être aujourd'hui et que t'as dit, t'as pas de problème de partenaire parce que tu vas trouver la partenaire autour. Donc, juste crois en toi. Voilà. Merci. Tu fais des tirages de cartes aussi, Stéphanie? Non, c'était super. Est-ce qu'il y a, comme dirait Olivier Morel, une parole qui aurait envie De s'exprimer. de s'exprimer avant que on passe à l'étape peut-être d'éclusion qui sera très rapide. Juste, vous pouvez déjà peut-être réfléchir à un mot, quelque chose avec lequel vous Ça peut repartez. être mis dans le chat. Ça peut être mis dans le Ouais. chat aussi. Il y en a déjà eu quelques-uns. Je pense plutôt que de partager mon PowerPoint au risque que ça plante, etc., je vous propose d'envoyer les liens que je comptais partager plutôt par mail à toutes les personnes de la conférence quand on enverra aussi le lien vers l'enregistrement. À mon avis, ce sera plus efficient et comme ça, on garde le temps. Peut-être un petit mot aussi sur les actualités, s'il y a des lieux qui ont envie de partager des actualités. Nous, en un mot, on a un festival qui s'appelle Écotopie cette année, qui sera sur le thème des utopies bien réelles et bien ancrées, et qui se déroulera mi-septembre, donc à l'Arbre aux Étoiles. Voilà. Venez nombreux! Bah, Je nous, on fais peut. un Ah, appel. pardon, Pardon, vas-y. Frédéric. Non, je Honneur t'en aux prie, hommes. vas-y, vas-y. Honneur Vas-y, aux non, hommes. non. Non, c'est bon. OK. Vas-y, vas-y. Le 9 juin, appel du grand cercle, le plus grand cercle de la Rose. C'est sur Juno Beach, les plages du débarquement, un temps pour se réunir tous et toutes, ouvert à tout le monde, les enfants, les adultes de tous les horizons, pour se tenir la main avec une rose blanche. Il y aura certes, c'est dans une voie gnostique, c'est des prêtresses de la Madeleine qui seront là, mais on est là juste pour s'enchanter et faire vibrer la paix entre nous. Le 9 juin matin à Juno Beach, me contacter en direct si besoin. Et nous, au Moulin, c'est le 15 juin qu'on organise un Monuments Game. Et donc, c'est un genre de escape game qui se passe en grandeur nature au sein du moulin chez nous, où on va chercher le grimoire avec les recettes de potions magiques de la doyenne des lieux qui date du XVIIe siècle. Et donc, c'est ouvert à tous également. On sera costumé et tout. Et nous, à la Filerie, juste avant d'aller à l'Arbre aux Étoiles, le 23-24 août, vous êtes les bienvenus pour notre festival. On a 2 festivals par an, donc c'est notre festival d'été.
où il y a des concerts, des ateliers, des pièces de théâtre pour tous les âges. Voilà, plein de choses très chouettes et beaucoup de rire et de joie et de partage. Bienvenue. Nous, on organise pendant, à partir d'avril jusqu'à octobre des week-ends découvertes à Terra. Donc, c'est 2 jours où vous pouvez venir vraiment vous immerger dans notre écosystème coopératif territorial avec des ateliers assez poussés sur notre modèle économique et financier, sur nos modes de gouvernance, de médiation, de gestion partagée. On fait aussi visiter les lieux parce qu'on a plusieurs lieux très différents, comme j'ai dit, à Trintel, etc. Donc, du coup, ça permet vraiment de rentrer dedans pendant 2 jours et les gens, souvent, ils arrivent avec les épaules baissées puis ils repartent. Waouh. Parce qu'en fait, ils se disent merde, mais c'est possible, j'allais vu au moins quelque part. Mais c'est vrai que c'est très, très enthousiasmant. Donc, si vous voulez venir, et en plus, il y a une participation libre et consciente. Donc, voilà, c'est pour toutes les poches. Je dis. Ah, trop bien. Je vois qu'il y a Laurine et Marc qui ont levé la main. On n'avait pas vu, pardon, du domaine du passage. Je ne sais pas si c'est toujours. Ouais. Super. Laurine s'excuse, elle a dû partir s'occuper des chevaux. Elle vous remercie toutes et tout, voilà, de tous ces partages qui sont exceptionnels et merci énormément. Un petit mot pour le projet de Dorothée où tu es seule. Moi, j'ai monté un projet tout le monde a pensé que c'était mon projet parce il y avait que mon nom en avant. Et en fait, j'ai jamais été seul. Tu t'aperçois tout le temps qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider quand on a besoin et c'est assez magique. Et c'est le fait de se lancer. Faut se lancer tout seul, faut pas attendre de qui que ce soit et en fait après ça vient. C'est assez génial. Moi je fais partie des organisateurs d'un festival qui s'appelle Les Résistantes, qui a eu lieu en 2023 dans le Larzac et cette année c'est dans l'Orne. On attend environ 7-10 000 personnes. Ça sera près de Putanges-le-Lac. Et ça, les Résistantes, c'est un festival qui réunit toutes les luttes, toutes les sortes de luttes, écologistes, féministes, antiracistes, etc., etc. On va avoir plus de 100 ou 125 événements entre les concerts, les conférences, etc. Donc, et ça va être du 5 au 10 août. On va avoir un off pour les assos pendant une journée et demie et 3 jours et demi après de festival. Donc vous êtes invités à venir si vous le pouvez. Ça va être un grand moment très sympa. J'ai dit. Merci, Marc. On voulait saluer aussi la Picotière qui est là ce soir, la Grange de Launay, le logiciel Ether, et sûrement d'autres que j'ai oubliés. La Ciotat aussi, qui est un chouette lieu. On a eu la chance de passer il y a de longues années maintenant. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là. 21h21, c'est pas mal, non, pour s'arrêter? Euh, un grand merci à tous ceux qui sont venus. Et un grand merci à nos co-animateurs. C'était un plaisir de vous entendre et je pense que ça nourrit vraiment justement, enfin ça incarne cette coopération qu'on essaye de mettre en œuvre tous. Et c'était très chouette de vous écouter. C'est très inspirant. Merci pour ça. Un grand merci, et puis on va envoyer du coup l'enregistrement bientôt par mail. Et puis, est-ce que les mails sont en copie cachée? Peut-être pas, mais en tout cas, bon, ça va être une discussion Maïs et moi si on les rend visibles, si vous voulez communiquer entre vous, peut-être. Pourquoi pas? Je mets ça comme ça au milieu de la discussion. Euh, eh ben, merci à Un tous. petit popcorn pour ceux qui sont encore là. Micro ouvert pour dire avec quoi vous repartez. De l'émerveillement. Oh. De la confiance. Diversité.
Ah, j'ai oublié d'évoquer la chocolaterie. Merci Maëlys. Une Les étoiles. communauté. L'éco-optimisme. Un très bon Un livre. peu d'espoir. Bon, et ben merci beaucoup à tous. Voilà. Merci beaucoup à vous Passez également pour une belle l'organisation de ça. soirée. Pour nos co-animateurs, si vous voulez rester une minute juste pour qu'on se dise au revoir normalement. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous. À bientôt, ici ou là. Salut Hortense. La cousine de Maëlys. Enfin, je crois. Peut-être pas. Tu penses qu'il y a d'autres Hortenses qui existent sur Terre? Ah oui. Salut Hortense, elle vient de nous faire un petit coucou là, dans le chat. Comment ça va pour vous? On va peut-être On arrêter va l'enregistrement. couper l'enregistrement, On ouais. va arrêter l'enregistrement. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous En savez, haut, on est vraiment Apprendre il y a trop. ensemble dans la l'enregistrement et joie. il y a un bouton stop. Tu Ah dois ouais. tu vas dans plus, non? Si tu veux dans plus, tu dois trouver l'enregistrement. Suspendre, arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Ah, super.